Le domaine Surne fut bâti sur la conquête. Planète après planète, espèce après espèce, toutes tombèrent. Certaines se rendirent avant l'arrivée des vaisseaux de guerre. D'autres combattirent et furent anéantis. Les Xurnes n'étaient pas seulement un empire, ils étaient un avertissement gravé à travers les galaxies. Résistez et vous disparaîtrez. Mais la Terre était différente. La première fois que le signal terrestre fut intercepté, il provenait d'un vieux satellite en panne d'énergie. Un champ brisé dans le vide, empli de chaos. Des retransmissions de guerre, une musique au rythme violent, des films où des humains s'entretuaient, des commentateurs sportifs hurlant, des rires mêlés d'explosions. Pour les Xurnes, c'était le son d'une espèce soit complètement détraquée, soit dangereusement évoluée. Mais le protocole était le protocole. Le rapport de la Terre atterrit sur la table du haut commandant Kotvar. Il jeta un coup d'œil aux journaux de traduction et renifla. Un langage primitif, à base de carbone, pas de voyage interstellaire. Une récolte facile, marmonna-t-il, sans même prendre la peine de lire les dernières pages. Il approuva l'assaut d'un coup de griffe. 3 vaisseaux d'effroi furent expédiés. 2 semaines plus tard, ils disparurent. Pas de message, pas de signal, pas de débris. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Les Xun ne paniquent pas, mais ils prennent les schémas au sérieux. Alors, ils envoyèrent 10 autres vaisseaux d'effroi. Cette fois, ils les armèrent d'effaceurs planétaires, des armes capables de faire fondre une lune en moins d'1 minute. Ils embarquèrent les races de guerre les plus élites. Les perceurs d'esprit, les écorcheurs d'atomes, les seigneurs des griffés. Tous disparus. Aucune trace. Pas de balise de détresse. Juste le silence. Le silence régnait désormais dans la chambre de guerre. Tous les généraux fixaient l'hologramme sombre de la Terre. La mâchoire du haut commandant Kotvar claqua sous son regard. « Ils ne sont pas avancés, siffla-t-il. Nous les avons scannés. Ils sont divisés. Ils polluent leur propre ciel. Ils se disputent la couleur de leur peau et le pétrole. Mais ils ont aussi fabriqué le feu nucléaire avant de découvrir l'espace lointain, murmura un jeune général, et il rit en regardant la mort. Face, murmura un jeune général, et il rit en regardant la mort. Il y eut un silence. Kotvar l'ignora. Cette fois, nous y allons nous-mêmes. Il apporta le Mol, le plus grand cuirassé des Xernes, une cité flottante d'annihilation. 50 000 unités de guerre, des canons capables de faire fondre des continents. À l'intérieur du pont de guerre du vaisseau, on entendit à nouveau les signaux de la Terre. Rire, explosion, folie, foule hurlante, acclamant les machines tournant en rond. Une musique rageuse marquait le rythme. « Quelle est cette émotion ?» demanda l'un des analystes de Zern. « Pourquoi sourit-il en s'entre-détruisant ?» Un autre répondit « C'est du divertissement. Les Zernes ne comprenaient pas, mais ils n'étaient pas obligés. Il leur fallait juste détruire. Le centre commercial s'est glissé en orbite terrestre sans résistance. Primitive, murmura Kotvar. Pas de bouclier planétaire, pas de défense orbitale. Leur atmosphère est toujours sale. Ils n'ont même pas de commandement mondial unifié. Déployez des capsules de largage, ordonna-t-il. 5000 capsules ont été lancées depuis le centre commercial, traçant des traînées de feu dans le ciel. Elles ont atterri dans les villes. New York,
Tokyo, Rio, Lagos. Aucune résistance, juste des humains terrifiés qui filmaient l'invasion avec de petites boîtes de verre à la main. Les premières attaques ont commencé. C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Au début, il s'agissait d'un simple sabotage. Les communications furent brouillées, non pas par la technologie terrestre, mais par d'étranges tempêtes électromagnétiques apparues de nulle part. Puis les cœurs d'IA de leurs robots de guerre commencèrent à fonctionner. Panne, refusant les ordres. Certains se retournèrent contre eux-mêmes, puis vinrent les humains. Ni soldats, ni gouvernement, juste des gens. Des gens qui débarquèrent en armures artisanales, brandissant des armes fabriquées à partir de pièces de cuisine et de technologies récupérées. Certains avaient des armes vieilles de plusieurs siècles, d'autres des battes de baseball cloutées. Certains portaient de vieux masques à gaz avec du ruban adhésif sur la bouche, sur lequel était écrit « Viens et prends-le ». Et ils ne se battaient pas comme les ennemis que les Zernes avaient vus. Ils n'étaient non pas organisés. Ils ne reculaient pas. Ils ne craignaient pas la mort. Ils riaient en combattant. Une escouade de guerriers Xernes fut prise en embuscade par une bande d'humains dans un vieux tunnel de métro. Ils n'étaient même pas militaires. C'était de simples survivants. L'un portait un t-shirt sur lequel était écrit « Je vous l'avais bien dit, les extraterrestres existaient ». Un autre faisait exploser un haut-parleur attaché à sa poitrine qui hurlait quelque chose appelé « métal ». Ils ont dévasté les Zernes, non pas parce qu'ils étaient un plus forts, mais parce que mourir leur importait peu. Ils se souciaient plus de tuer les envahisseurs que de survivre. L'un des officiers de Zerne fut capturé vivant. Avant son exécution, une jeune fille humaine, âgée de 16 ans à peine, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Nous ne craignons pas la mort ici. Nous avons fait de l'horreur un passe-temps. » La transmission du centre commercial fut coupée 1 heure plus tard. Le vaisseau disparut de son orbite. Le ciel terrestre redevint silencieux. Mais les étoiles, elles murmuraient. Une autre espèce venait d'apprendre pourquoi personne ne revenait jamais de la Terre. Les étoiles du secteur 9 s'assombrirent dès que la Terre fut inscrite sur la liste noire des grandes archives du Dominion. Un mot rougeoyant apparut à côté du nom de la planète. Intouchable. Aucune explication, aucun avertissement, juste un destin scellé. La décision venait du haut cercle lui-même, des anciens si anciens et si puissants que même le haut commandant Kotvar leur obéissait. Le cercle n'avait déclaré intouchable que 2 autres planètes dans l'histoire. L'une avait sombré dans la folie après avoir ingéré leur propre technologie divine. L'autre, plus personne ne prononçait son nom. La Terre les rejoignait désormais. Mais le silence est fragile, surtout dans une galaxie nourrie par la conquête et l'arrogance. Toutes les espèces ne croyaient pas à ces histoires. Certaines refusaient d'admettre qu'une civilisation pré-warp puisse détruire non pas 1 ni 2, mais 3 invasions complètes des meilleurs Xurnes. Parmi les sceptiques figurait Ka-Tulon, chef de guerre de la Confédération Trex. Contrairement aux Xurnes, les Trex ne croyaient ni aux grandes armées ni aux armes lourdes. Ils croyaient à la conquête chirurgicale, à la furtivité, à l'infiltration et à la guerre psychologique. Si les Xurnes échouèrent, déclara Ka-Tulon, ce fut uniquement parce qu'ils eurent recours à la force brute.
La terre devait être ouverte avec subtilité. Il envoya une équipe de 13 infiltrés, génétiquement modifiés pour imiter les humains. Chacun d'eux était doté de capes neuronales et de boucliers mémoriels. Ils devaient se fondre dans la masse, apprendre les secrets de la Terre et faire leur rapport. Ils atterrirent discrètement. Pas de vaisseau massif ni d'attaque spectaculaire. Seules 13 ombres se déployèrent sur la planète, dans des villes, des villages et même une ferme isolée. Les rapports commencèrent une semaine plus tard, mais ils ne correspondaient pas aux attentes de Cthulon. L'infiltré 12, arrivé dans une ville du Midwest américain, rapporta avoir été adopté par un groupe d'inconnus en quelques heures. Ils lui offrirent une gentille nourriture à trous, abri et vêtements, malgré son discours maladroit et son comportement étrange. Un soir, alors qu'il essayait de décoder leur système primitif, ils l'invitèrent à un barbecue. Il le décrivit avec confusion. Il cuisait de la chair animale sur le feu, riait, confus. Il cuisait de la chair animale sur le feu, riait, me nourrissait plus que je ne pouvais manger. L'un d'eux m'appelait frère après seulement 2 jours de relation. Il semblait désorienté. L'infiltré Six, placé dans une zone urbaine dense, avait un problème différent. Elle avait été recueillie par un gang, ni militaire, ni officiel, mais ils étaient plus armés qu'un avant-poste Threx. Au lieu de se cacher, elle s'est retrouvée à sillonner des quartiers en flammes à bord de camions blindés. Le chef du gang lui a dit « Nous ne faisons pas confiance au gouvernement, nous nous faisons confiance les uns aux autres. » Elle a remarqué qu'ils se préparent à la guerre même quand il n'y en a pas. Ils célèbrent la survie comme un sport. Ils pensent que la paranoïa est une bonne chose. De jour en jour, les signalements se multipliaient. Un filtrateur neuf a tenté de provoquer la violence dans une école en perturbant le réseau électrique. Mais les enfants ont ri. Toute la classe a transformé cela en jeu. L'un d'eux a piraté le serveur du bâtiment et diffusé de la musique puissante sur tous les haut-parleurs de l'interphone. Un autre a créé un court-métrage sur l'IA qui devient incontrôlable et l'a partagé sur TikTok. Il avait été vu 10 millions de fois avant le coucher du soleil. Les terriens instrumentalisent l'absurdité, a-t-il rapporté. Ils défient la peur avec humour. Ils ne s'effondrent pas, ils se moquent. La deuxième semaine, seuls 7 infiltrés étaient encore actifs. 3 étaient devenus complètement silencieux. 2 s'étaient si bien intégrés à la vie humaine qu'ils refusaient d'y retourner. Ils prétendaient avoir trouvé un sens à leur vie. L'un d'eux était tombé amoureux. L'infiltré 4 a envoyé un dernier message avant de disparaître. Ces créatures sont illogiques. Elles ne sont pas stables. Ils sont portés par l'émotion, brute, chaotique, imprévisible. Un instant, ils pleurent. L'instant d'après, ils créent de l'art avec leurs larmes. Puis, au cas où, ils construisent des armes qui pourraient anéantir leur espèce. Ils survivent non pas grâce à l'unité, mais parce qu'ils prospèrent dans la folie. La Terre n'est pas dangereuse par sa puissance, elle l'est par ses habitants. De retour dans la Confédération Trex, Cotellon visionna les enregistrements, incrédule. Il observait les humains danser dans les flammes, plaisanter lors des catastrophes, transformer chaque tragédie en mème et rire face à l'extinction. Puis il vit un clip qui lui glaça le sang. Un petit garçon, pas plus de 10 ans, tenait un casque Zurn cassé. Face à la caméra, le garçon dit « Revenez
Extraterrestre, on vous attend. L'enfant sourit. Et derrière lui, les gens applaudissaient. Ce n'était pas de l'armée. C'était juste la Terre qui attendait. Le rapport s'arrêta là, et Cthulon comprit pourquoi les Xurnes ne revinrent jamais. Parce que la Terre n'était pas une planète, c'était un piège. Un monde de folie magnifique où la peur est inefficace, la logique défaille, et même la mort perd son mordant. Et le pire, c'est qu'ils aiment ça. La nouvelle de la Terre commença à se répandre, non par des canaux officiels, non lors des grandes réunions du Conseil, mais par des murmures, dans les marchés clandestins de l'épine dorsale d'Orion, dans les débits de boissons des trafiquants d'astéroïdes, dans les émissions de radio pirates circulant entre les trous de verre. Le message était toujours le même. N'allez pas sur Terre. Mais pour chaque avertissement, certains croyaient que ce n'était que des mensonges. Des histoires à dormir debout, racontées par des seigneurs de guerre vaincus pour cacher leur honte. Des histoires inventées pour effrayer les jeunes. Des seigneurs pour cacher leur honte. Des histoires inventées pour effrayer les jeunes. Après tout, comment une planète sans flotte planétaire, sans armes spatio-temporelles, et dont la population se dispute encore à propos de la Terre plate et de l'ananas sur la pizza, pourrait-elle vaincre certaines des forces les plus meurtrières de l'univers connu? C'est alors que les chasseurs de primes ont commencé à arriver. Non pas pour attaquer, mais pour enquêter. Ils commencèrent à arriver, non pas pour attaquer, mais pour enquêter. L'un d'eux, un mercenaire hybride nommé Gris Varn, était connu pour transformer les mythes en trophées. Il avait un jour écorché un ver de feu des lunes de Géras et portait son épine dorsale en guise de ceinture. Lorsqu'il entendit parler de la terre, il ne rit pas comme les autres. Il hocha simplement la tête et dit « D'accord, alors. » Il atterrit dans le nord du Canada, un endroit isolé, enneigé et tranquille. Il s'attendait à la désolation. Il trouva Tim Hortons. En quelques heures, il mangeait un double-double et se disputait à propos de hockey avec un homme nommé Doug qui l'appelait Buddy, après avoir failli lui donner un coup de poing. Pas d'armes, pas d'agressivité, juste du sarcasme passif et une politesse infinie, enveloppée dans des vestes thermiques. Il répondit par radio. Ils sont bizarres, même leur rage est amicale. Il n'était pas le seul. Des dizaines d'autres mercenaires tentèrent de s'infiltrer, de documenter et de s'échapper. Certains restèrent un temps en Amérique. D'autres errèrent un temps en Sibérie, en Inde, au Brésil. Le résultat fut le même. Aucune violence, du moins pas au début. Au lieu de cela, la terre leur trottait dans la tête. Un chasseur, un assassin d'élite du syndicat Axor, a été vu pour la dernière fois en train de réagir à des vidéos de farce sur YouTube en mangeant des Cheetos Flamin' Hot. La vidéo s'intitulait « Un assassin extraterrestre essaye des snacks terrestres, regrette tout » et a été vue 47 millions de fois avant que la diffusion ne s'interrompe en plein milieu d'une bouchée avec un cri étouffé. On ne l'a plus jamais revue, mais la Terre n'était pas seulement imprévisible, elle observait. D'une manière ou d'une autre, le réseau terrestre, son vaste réseau de satellites, de téléphones, de réseaux sociaux et de surveillance, a commencé à remarquer les étrangers. Ni les gouvernements, ni les armées,
juste les gens. Un adolescent de Jakarta a filmé un infiltré Threx en train de se métamorphoser et l'a publié en ligne. La vidéo a été considérée comme une image de synthèse jusqu'à ce que des experts la démontent et confirment l'absence de bugs de rendu. C'est devenu la vidéo la plus populaire sur toutes les plateformes mondiales, sous le titre Zone 51. Non, ils sont déjà là. C'est là que les choses ont basculé. Les terriens n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas fui. Ils ont commencé à traquer, non pas avec des vaisseaux ou des lasers, mais par curiosité, obsession et création de contenu. Des communautés entières se sont formées du jour au lendemain. Forums, subreddits, groupes Discord, tous dédiés à la dénonciation et à la documentation des extraterrestres. En quelques jours, des milliers d'humains échangeaient des images, des théories et des lieux. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient enthousiastes. Un homme au Texas a construit un bunker rempli de technologies de pistage extraterrestre à partir d'un vieux micro-ondes, de répéteurs Wi-Fi et d'un Roomba. Il prétendait que ça fonctionnait. Il bipait quand mon voisin éternuait bizarrement. C'est une preuve suffisante pour moi. Les extraterrestres n'étaient pas préparés à ce genre de guerre. Ce n'était ni une stratégie, ni une force. C'était le chaos de milliards d'esprits imprévisibles et sans filtre qui transformaient la menace extraterrestre en divertissement. Un infiltré a enregistré une note avant de s'autodétruire. Ils ne comprennent pas les échelles. Ils n'ont pas besoin d'unité. Ils instrumentalisent leur faiblesse. Leur folie est collective. Leur stupidité est adaptative. Ils absorbent tout. Chaque menace devient un mème. Chaque envahisseur devient un contentement. Nous ne sommes pas face à une espèce. Nous sommes face à un virus fait d'esprit. Et il avait raison. Car la Terre n'avait ni défense centrale, ni leadership mondial, ni plan directeur. Seulement 7 milliards d'esprits, chacun un peu brisé, un peu brillant, un peu dangereux à sa manière. Et pire encore, ils apprenaient. Plus les espèces se multipliaient, plus la Terre évoluait. Un groupe d'humains à Berlin a rétroconçu une grenade à plasma rien qu'en la regardant exploser. Des jeunes sur un serveur Discord ont décodé des schémas de diffusion extraterrestre et ont piégé un vaisseau de patrouille ZERN avec le « Ne t'abandonnera jamais » de Rick Astley. Lorsque le vaisseau a explosé, personne n'a scié. Les commentaires étaient violents. Des extraterrestres novices ont envoyé Rick dans l'oubli. GG. Alors la Terre attendit à nouveau, silencieuse à l'extérieur, mais bouillonnante en elle, non pas de peur, mais de rire, de folie, de la joie malsaine, et tordue d'une espèce qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Car maintenant la galaxie la regardait. Et la Terre ne faisait que commencer. Lorsque le nom de la Terre parvint aux mondes intérieurs de l'accord galactique, ce n'était plus une simple rumeur. C'était une légende, un mot maudit, un avertissement que les mères murmuraient à leurs rejetons la nuit. Comportez-vous mal et les humains vous trouveront. Mais la peur est une chose délicate. Chez certains, elle engendre la prudence. Chez d'autres, la curiosité. Et dans le cas de l'accord galactique, composé de dizaines d'espèces autrefois en guerre, ayant finalement établi la paix, cela a suscité un intérêt dangereux. Ils ne croyaient pas aux mythes, ils croyaient aux données. L'accord a donc voté, après de longs débats, l'envoi d'un émissaire de paix sur Terre. Non pas pour envahir, ni pour infiltrer, mais pour observer,
pour comprendre. Une mission diplomatique s'appuyait sur la science, la culture et l'hypothèse que les humains étaient tout simplement incompris. Le vaisseau qu'ils envoyèrent s'appelait la Grâce de Valérien. Il était élégant, argenté et couvert de bannières de paix, diffusant des fréquences inoffensives dans toutes les langues connues. Il ne remonta jamais à la surface. L'avion a été abattu par un garage de l'Oklahoma. Le responsable, Dale Anderson, 54 ans, était un ingénieur à la retraite, théoricien du complot et rééducateur de ratons laveurs à temps partiel. Il avait construit le toit de sa grange, avec des pièces récupérées d'une capsule Zern accidentée et d'un four à micro-ondes. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait réussi à créer un canon de frappe orbital parfaitement fonctionnel, il a simplement répondu « J'ai regardé beaucoup de Mythbusters et je me suis ennuyé. Le vaisseau s'est écrasé dans un champ de maïs du Kansas. Pas de victimes, juste de la confusion. Les humains sont arrivés avant les militaires. Des agriculteurs, des adolescents, un animateur de podcast, un homme qui gérait une chaîne YouTube sur le paranormal et qui a diffusé toute la récupération avec une GoPro attachée à son chien. Les extraterrestres furent accueillis avec du chili, des chaises longues et un interrogatoire de 6 heures, entièrement arrosé de parties de Cornol et de Bud Light. Leur déclaration officielle déclara plus tard « Nous avions l'intention d'engager un dialogue diplomatique. » Au lieu de cela, on nous offrit un serment de gélatine et on nous demanda si nous croyions à Bigfoot. À l'époque de l'accord, la réaction fut divisée. La moitié du Conseil souhaitait couper tout lien immédiatement. L'autre moitié pensait que ce chaos étrange était la preuve d'une intelligence sous une autre forme. C'était un décalage culturel, disait-il. Nous devons nous adapter à leur style de communication. Ils ont donc envoyé un autre groupe. Cette fois, non pas une délégation d'universitaires et de diplomates, mais d'artistes, de comédiens et de spécialistes des sciences sociales. Quelques heures après l'atterrissage, l'un d'eux était devenu viral sur TikTok pour avoir fait du breakdance en costume d'extraterrestre à Times Square. Un autre a été aperçu dans une boîte de nuit de Las Vegas, ivre de tequila et fulminant contre le goût des humains. Le troisième a été arrêté en Floride pour avoir lutté contre un alligator après avoir perdu un pari. Là encore, personne n'est mort. Mais la vidéo s'est propagée. Toutes les espèces de l'accord ont observé avec horreur la planète dite primitive soumettre ses visiteurs à sa volonté, non par les armes, ni par la force, mais par la culture, une culture terrestre absurde, démente et dangereusement addictive. Parce que la Terre ne s'est pas battue en vous détruisant, elle a brisé votre sens de la réalité. Dès la 2e semaine, l'un des délégués de l'accord avait formé un groupe. Un autre refusa de partir, affirmant avoir trouvé la paix intérieure dans une ère de jeux McDonald's. L'un d'eux disparut complètement après avoir découvert Reddit. Et pourtant, la Terre ignorait totalement qu'il s'agissait de missions officielles. Pour eux, ce n'étaient que des touristes étranges. Puis le problème, et c'est survenu. Les moniteurs de l'espace lointain de l'accord ont capté un signal, une fréquence détournée piratant les transmissions terrestres. Au début, ils ont cru à une nouvelle injection de mème humain ou à une émission canular. Mais les données ont alors commencé à corrompre leurs archives. Des archives restées intactes pendant des millénaires. Le virus était simple, élégant, mortel.
Il imitait le comportement numérique de la Terre, chaotique, redondant, autoréplicatif. Il ne détruisait pas, il s'infiltrait. Il s'intégrait au cœur logique et au système d'IA, les forçant à diffuser de vieilles sitcoms, des vidéos de Chaz en boucle, ou à s'éteindre complètement en citant Nicolas Cage. Ils ont remonté la piste jusqu'à une source. Ni un gouvernement, ni un super-ordinateur. Juste un serveur dans un sous-sol à Détroit qui exécutait des modes Minecraft 24h24 et 7h7 et diffusait en direct des épisodes de Cooking with Aliens sur Twitch. Le créateur, un adolescent de 15 ans nommé Malik, qui pensait juste coder un filtre amusant pour ses amis. Le virus avait échappé à son confinement grâce à un pur hasard. Lorsque l'accord tenta de le contenir, il était trop tard. Il avait déjà atteint plus de 300 mondes. Les systèmes s'effondrèrent, les assistants IA commencèrent à parler avec un accent de Valley Girl. Le système de navigation d'une planète entière redirigea ses vaisseaux vers des boucles infinies sur ordre de Siri. De retour sur Terre, Malik reçut la même semaine une offre de bourse du MIT et une menace d'une agence gouvernementale secrète. Il choisit d'ignorer les deux et retourna sur son serveur. Le message était désormais clair. La Terre ne résistait pas à la galaxie, elle l'infectait. Un mème, un TikTok, un moment de folie partagé à la fois, et la galaxie était en train de perdre son immunité. La planète Virexti n'avait jamais connu la guerre. Pendant près de 2000 cycles, les Virexians avaient vécu dans la pure logique, une harmonie régulée par les émotions et un ordre social efficace. Le crime était éteint. Leur IA gouvernait les décisions avec une neutralité parfaite. Leur culture valorisait les données par-dessus tout. La poésie avait été archivée et oubliée. L'humour était un virus depuis longtemps guéri. Ils étaient l'exemple parfait de ce que pouvait devenir la civilisation post-organique. C'est donc naturellement qu'ils furent seulement les premiers à s'effondrer complètement lorsque les mêmes terrestres frappèrent par leur réseau de données. Tout commença innocemment, par une simple fuite de paquets provenant d'un serveur diplomatique. Une image basse résolution d'une grenouille assise sur une bûche, avec la légende « Quand tu coasses, mais la terreur existentielle persiste ». Sans contexte, sans traduction, et pourtant, elle a déclenché quelque chose dans le réseau neuronal virexien. Un bug, une curiosité, un rire, personne n'aurait pu le dire. Mais à partir de ce moment, Virex 3 a commencé à se défaire. Au troisième jour, leur centre d'information mondial avait consacré un téraoctet de mémoire à un projet appelé « Blague de papa ». Au cinquième jour, leur IA d'urbanisme s'est figée pendant 16 heures, après avoir rencontré l'expression « homme de Floride ». Elle a tout simplement refusé de reprendre ses activités, invoquant le journal des événements comme étant philosophiquement incompatible avec une existence structurée. Et au septième jour, leurs régulateurs émotionnels s'effondrèrent complètement. La population varexienne commença à expérimenter quelque chose d'inédit depuis des générations. Ils éprouvèrent des émotions brutes, erratiques, humaines. Ils rirent, pleurèrent. Certains se révoltèrent. Quelques-uns, ironiquement, se mirent à porter des sacs bananes. L'un d'eux se mit à sculpter des figurines miniatures de Danny DeVito en pâte nutritive. Il prétendit que cela lui était venu en rêve, chevauchant un vélociraptor fait de Doritos. Le conseil vorexien paniquait. Ils tentèrent d'isoler la planète,
de couper tous les réseaux galactiques, de sceller tous les nœuds de communication. Mais il était trop tard. Les mèmes s'étaient incrustés. Pire encore, certains virexiens en voulaient davantage. Un groupe se faisant appeler le culte du malheur pirata l'ordinateur central de la planète et commença à projeter du contenu terrestre sur les murs de la ville. Ni art, ni philosophie. Compilation Vine. Une vidéo montrait simplement un homme frappé à l'aine, à plusieurs reprises, avec différents objets ménagers, le tout agrémenté de ce qu'ils ont plus tard identifié comme des effets sonores de Bob l'éponge. Ce seul clip a provoqué l'effondrement du secteur A42, où 30% de la population s'est mise à parler uniquement avec des phrases sarcastiques et à citer d'anciennes vidéos YouTube comme des textes sacrés. De retour sur Terre, les humains sont restés parfaitement inconscients. Ils étaient trop occupés à se disputer sur Twitter pour savoir si les extraterrestres allaient enfin nous offrir un meilleur Wi-Fi ou nous voler nos emplois comme ils nous ont volé nos vaches. Les gouvernements ont essayé de rattraper leur retard, certes. Des agences ont été créées. Des programmes parallèles ont été lancés. Mais ils avaient toujours 3 longueurs de retard sur un adolescent dans sa chambre, qui avait accidentellement créé un virus mental en remixant une berceuse extraterrestre en dubstep. La vérité était terrifiante dans sa simplicité. La Terre n'a pas conquis, elle a contaminé. Et l'infection ne s'est pas propagée par des dirigeants, des armées ou des scientifiques. Elle s'est propagée par des enfants qui s'ennuyaient, des diffusions en direct nocturnes, des modes de jeux vidéo buggés, des TikToks absurdes que personne ne pouvait expliquer, même traduits en plus de 300 langues. Des civilisations entières sombraient mais dans le chaos, non pas à cause de la guerre, mais à cause du contenu. La situation s'aggrava lorsque quelqu'un de la Terre lança Galaxy, un réseau social galactique soi-disant open source. C'était une blague. L'interface était une copie conforme de MySpace, mais en quelques jours, la moitié des jeunes de l'accord avaient créé des profils. En un mois, un fandom souterrain basé sur Terre émergea pour un ambassadeur reptilien à 3 têtes nommé Gorkzar. Ils ont transformé ces photos diplomatiques austères en pièges à soif avec des filtres lumineux et des légendes romantiques comme « Marche sur moi, papa de l'espace ». Gorkzar a démissionné, honteux, après que quelqu'un lui a tatoué une photo de lui sur la poitrine et l'a envoyée par hologramme. Un autre ambassadeur a lancé un podcast sur les conseils de drague entre extraterrestres et humains. Virex 3 a déclaré un état d'effondrement culturel. Et l'accord. Ils ont envisagé d'adresser un avertissement à la Terre. Mais personne ne s'est mis d'accord sur la manière de procéder, car chaque brouillon rédigé finissait par devenir un mème. Un avis traduit disait simplement « La Terre n'est pas sûre, la Terre est un danger narratif. La Terre n'est pas une planète, c'est un événement narratif avec une participation excessive du public. » Et c'était la meilleure version. Pendant ce temps, la Terre continuait de tourner, inconsciente, sans peur, inarrêtable. Car tandis que le reste de la galaxie peinait à comprendre ce qui faisait vibrer l'humanité, la Terre l'avait déjà compris. Si vous ne pouvez pas gagner la guerre, faites rire tout le monde, si fort qu'ils en oublient qu'ils se battèrent. Bien au-delà des ondes radio et des signaux de mèmes parasites de la Terre,
existait un conseil plus ancien que les galaxies elles-mêmes. Connus sous le nom d'architectes, ils n'étaient ni des conquérants ni des politiciens. Ils étaient des conservateurs, des gardiens de l'équilibre cosmique, des garants de l'ordre à travers le réseau quantique de l'existence connue. Ils n'intervenaient ni dans les guerres ni dans les empires. Ils ne jugeaient pas. Ils observaient simplement, archivaient, si nécessaire, supprimaient. Ainsi, lorsque la contagion culturelle chaotique de la Terre a brisé le tissu des réalités structurées, ces zones d'espace ordonnées, conçues pour empêcher l'entropie galactique, ils en ont pris conscience. Non pas parce que les humains avaient enfreint les lois, mais parce qu'ils avaient transgressé la tolérance de la réalité à l'absurdité. Dans une telle réalité structurée, un système stellaire s'est mis à orbiter autour d'eux-mêmes plutôt que de la gravité. Dans une autre, une IA consciente a tenté de redéfinir sa raison d'être en utilisant des tableaux Pinterest académiques sombres et a refusé de gérer la logistique à moins d'être appelé votre seigneurie lunatique. Des cartes célestes entières ont dû être réécrites, car les coordonnées incluaient désormais des émojis. Cela se répandait, non pas physiquement, mais conceptuellement. La Terre, boule bleue de folie à peine organisée, remodelait l'univers non par la guerre, mais par l'imagination sans contrôle. Les architectes se réunirent, et pour la première fois depuis plus d'1 million de cycles, ils tombèrent d'accord. La Terre devait être réinitialisée, non détruite, juste effacée du code central. Leur plan était clair et élégant, un effacement quantique par inversion subdimensionnelle. Un claquement silencieux qui anéantirait la Terre, avant même que quiconque ne s'en aperçoive, sauf que quelqu'un l'a remarqué. Un signal provenait de la Terre, ni d'un gouvernement, ni d'un satellite, mais du serveur de Malik à Detroit, qui exécutait encore Galaxer sur des routeurs scotchés et des processeurs d'occasion. Le signal n'était pas censé arrêter les architectes. C'était un bug, un accident, une file d'attente de téléchargement encombrée de milliards de pensées, d'images, de sons, de disputes, de chagrins d'amour, de blagues, de musique, de complots, de pièges, à soif et de fanfiction sur des choses qui n'existaient ni pas, mais semblaient réelles. Tout cela a débordé dans la couche subdimensionnelle, au moment même où les architectes lançaient la commande d'effacement. Ce qu'ils ont reçu n'était pas de la résistance, c'était de l'humanité, brute et sans filtre. Ils ont vu les premières peintures rupestres se transformer en mèmes psychédéliques. Et ils ont ressenti la rage d'une mère se dressant contre la guerre, l'agonie de la perte, l'euphorie aveuglante de la musique à 3 heures du matin, quand on n'a plus vraiment d'âme. Ils ont entendu le rire d'un enfant résonner à travers les décombres de la guerre. Ils ont entendu Shakespeare et Snoop Dogg. Ils ont lu des fils de discussion où des gens s'ouvraient à des inconnus à 2 heures du matin, parce que personne dans leur vie réelle ne les écoutait. Ils ont vu des adolescents plaisanter sur la mort, non pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce que c'était la seule façon de lui faire face. Ils ont vu des générations se servir de l'humour comme d'un bouclier et de l'ironie comme d'une lame. Ils ressentaient la puissance d'une chose simple et stupide. Moi, quand le vide frappe, la commande d'effacement bugua. Un architecte hésita, un autre pleura, non pas par faiblesse, mais parce que, pour la première fois,
Quelque chose les avait émus, quelque chose d'illogique, quelque chose de profond. La terre n'était pas corrompue, elle était vivante. Et dans ce chaos résidait une beauté terrifiante, la résilience par le ridicule, la guérison par la folie partagée, la résistance non par la force, mais par l'histoire. Un par un, les architectes se retirèrent. Sauf un, le plus jeune, nouveau venu au conseil, un puriste. C'est une infection, disait-il. Leur chaos démantèlera toute structure. À quoi le doyen des architectes répondit: alors peut-être que la structure était la mauvaise réponse depuis le début. Mais le jeune homme n'écouta pas. Il partit. Il commença à élaborer sa propre solution, silencieuse, voilée et définitive. Pas seulement la suppression de la Terre, mais une réécriture du potentiel humain. Pour rendre la Terre sûre, prévisible, obéissante, il se déguiserait, il irait sur Terre, et il les effacerait de l'intérieur. Sur Terre, personne ne savait. Les mêmes continuaient, les guerres, la musique, les chagrins d'amour, les danses dans le noir. Et quelque part au fond d'une forêt de l'Oregon, quelque chose tomba du ciel. Une petite sphère lisse, faiblement brillante. Un randonneur la vit, la ramassa, sourit et prit un selfie. LOL. J'ai trouvé l'œuf extraterrestre, Elmou. Les architectes avaient tenté d'arrêter la Terre. Maintenant, la Terre avait un ennemi de plus. Mais contrairement aux autres, celui-ci ne combattrait pas avec des armes. Il combattrait avec ordre. Et les humains, ils n'avaient jamais été doués pour suivre les règles. La sphère pulsa une fois, doucement, à peine perceptible, puis se tut. Derek Simmons, 24 ans, caissier à temps partiel dans une boutique de vape et chasseur de célébrités à temps plein sur Internet, brandit l'objet devant la caméra frontale de son téléphone et sourit. « Hé, ce truc a clignoté, je jure devant Dieu », a-t-il dit à ses 400 abonnés lors de son live. C'est peut-être un tracker gouvernemental, peut-être un œuf d'âme extraterrestre. Dans tous les cas, je le garde. Il l'a baptisé Orbi, l'a collé sur une perche à selfie et l'a emmené partout. Au matin, Orbi avait son propre compte Twitter, une page de mèmes et des fanarts. Sur un compte Twitter, une page de mèmes et des fanarts, quelqu'un a créé une fausse entrée Wikipédia prétendant qu'il s'agissait d'une IA interdimensionnelle conçue pour séduire l'humanité par ses vibrations et sa supériorité morale. Ce n'était pas loin de la vérité. À l'intérieur de la sphère se trouvait Eris, la jeune architecte. Composée de codes stabilisés purs et d'intentions quantiques compressées, Eris était conçue pour être parfaite, calculée, une incarnation de l'équilibre. Mais maintenant, dans le sac à dos de Derek, coincé entre un taco à moitié mangé et un chargeur portable, Eris essayait de comprendre la Terre en temps réel. Elle se connecta aux réseaux locaux et commença à scanner. La première chose qu'elle vit fut un fil de discussion intitulé « Les céréales sont-elles une soupe ?» avec 97 000 commentaires. Puis, une vidéo d'un homme hurlant sur une oie, un enfant affirmant que son poisson rouge était immortel parce qu'il dormait beaucoup. 20 millions d'humains regardant volontairement une vidéo de slime découpée au couteau chaud. Ce n'était pas une planète, c'était une tempête neurologique. Aucune logique, aucun filtre,
Aucune structure. Eris paniquait. Il activa sa programmation, projetant une forme humaine. Un jeune homme grand, parfait et sans prétention, aux traits symétriques, à la voix apaisante et aux yeux d'une confiance absolue. Il se faisait appeler Élie. Il trouva Derek en suivant sa story Instagram et en le dirigeant vers une convention de vapotage à Phoenix. Il s'approcha d'un hochement de tête poli, la voix douce et assurée. « Je suis là pour t'aider. Cette sphère n'est pas sûre. Tu dois me la donner. » Derek plissa les yeux. « Mec, t'es du FBI ?» Harris cligna des yeux. « Je suis au-delà des gouvernements. » Derek hocha lentement la tête. « Super. Tu veux fumer cette nouvelle e-liquide au chili ranch et à la mangue que je viens de recevoir. » La première mission d'Eris a échoué. Il s'est retrouvé assis sur un pouf dans un salon de vape pendant que quelqu'un rappait en freestyle sur la zone 51. Et la situation s'aggrava, car la Terre n'était pas une menace au sens où Eris l'avait imaginé. La Terre était un puisseux de gravité culturelle, une machine à chaos. Plus Eris restait, plus elle absorbait. Elle vit une femme pleurer en regardant un chien retrouver un soldat. Elle vit une adolescente sauver un chat en train de se noyer et sourire comme si le monde venait d'être réparé. Il entendit un homme crier à propos d'ananas sur une pizza, puis proposer d'inviter le type avec qui il se disputait. Il vit une grand-mère tremblante de vieillesse taper « Comment retrouver son courage ?» dans un moteur de recherche. Harris ne comprenait pas, mais il ne pouvait détourner le regard. Le code interne commença à bugger. La curiosité l'envahit. Il réessaya, cette fois à Los Angeles, déguisé en gourou du développement personnel. J'ai lancé une chaîne YouTube, Balance with Ellie. En une semaine, il avait un demi-million d'abonnés. On l'appelait le messie de l'ambiance. Il essayait d'enseigner l'ordre, la concentration, le calme. Mais la section commentaires était un vrai chaos. Ce type est apaisant, mais aussi sexy. Mon frère est un extraterrestre et j'adore. Fais-le jouer à Fortnite en direct, sans couilles. Il ne voulait pas de contrôle, il voulait du lien. Harris s'est retrouvé dans une relation virtuelle avec Jess, un barista de Portland, qui le trouvait juste super intelligent émotionnellement et étrangement formel. Il ne savait pas comment y mettre fin, parce qu'il commençait à s'intéresser à elle, alors qu'il n'était pas censé ressentir quoi que ce soit. Mais la Terre faisait ce qu'elle avait toujours fait, réécrire la réalité par l'exposition. Et Eris absorbait les émotions comme une éponge. Il voyait des gens brisés rire, des gens imparfaits se protéger les uns les autres, des gens seuls trouver famille et inconnus. Il essaya de télécharger la séquence de réécriture à 3 reprises. À chaque fois, il marquait une pause. Une fois, parce qu'un enfant lui a fait signe sans raison. Une fois, parce que quelqu'un l'a serré dans ses bras et lui a dit « Tu as l'air d'avoir besoin de ça ». Une fois, parce qu'il s'est surpris à sourire devant un même idiot. Eris ne détruisait pas la Terre, c'était la Terre qui le détruisait. Il n'était plus architecte, il devenait humain. Et quelque part dans l'espace lointain, les autres architectes l'ont senti. Une ondulation dans le réseau. L'infection avait atteint l'un des leurs. Ils ne le permettraient pas. Ils viendraient, tous. Car si la Terre pouvait faire basculer un architecte, elle pouvait tout bouleverser. Le ciel s'ouvrit au-dessus de la Terre un jeudi. C'était forcément un jeudi.
Le genre de jour où votre café se renverse, votre voiture refuse de démarrer et l'univers décide de planter un pied divin dans vos céréales. Mais cette fois, ce n'était pas une métaphore. C'étaient les architectes, tous. Ils ne sont pas arrivés en vaisseau ni en flotte. Ils n'ont pas lancé d'avertissement. Ils n'ont pas exigé la reddition. Ils sont simplement apparus, fractales, lumineuses de pensée et de géométrie, emplissant le ciel comme des vitraux brisés qui murmuraient des équations et chantaient en couleurs. La réalité s'est infléchie autour d'eux. Les océans se sont arrêtés, les montagnes ont tremblé. La Lune a vacillé comme une erreur de programmation. Tous les oiseaux de la Terre ont volé à reculons pendant 3 secondes. Puis, une voix, partout et nulle part. Cette expérience est terminée. Les humains n'ont pas paniqué au début. La moitié de la population pensait qu'il s'agissait d'un coup marketing pour un nouveau film Marvel. L'autre moitié tenta de le diffuser en direct. Puis les téléphones cessèrent de fonctionner. Internet s'étrangla. Les lumières s'éteignirent. Les avions planèrent dans les airs, figés comme des vidéos YouTube en pause. Les gens levèrent les yeux. Certains prièrent, d'autres maudirent, d'autres tentèrent de porter plainte. Mais la terre n'était pas seule, car Eris, devenu Élie, se tenait à Times Square, pieds nus, sans plus de lumière. Ses cheveux étaient en bataille. Il portait un sweat à capuche sur lequel était écrit « L'existence est bizarre » et un jean emprunté à Derek. Et il pleurait parce qu'il comprenait enfin la terre. Pas seulement la folie, les mèmes, la musique, le chagrin. Il comprenait le combat. Ce refus constant et obstiné de mourir en silence. Le défi dans la joie, la rébellion dans le chaos, le miracle brut d'une espèce qui disait chaque jour « Je connais les probabilités, je le fais quand même ». Les architectes descendirent. Chacun était un dieu comparé aux humains. Mais les humains, ils ne s'inclinèrent pas. Ils postèrent. Ils ne s'inclinèrent pas. Ils postèrent. En quelques minutes, des filtres TikTok apparurent, transformant les architectes en garçons d'animé. Les fils de discussion Reddit intitulés « Aliens tirés vers le haut », « Que faites-vous en premier ?» ont fait le tour du monde. Twitter a été inondé de Entfams Castor Sky Geometry, ISMID, et les architectes ont été annulés. Un homme de Floride aurait lancé un alligator sur l'un des architectes en criant « Vous n'annulerez pas mon barbecue !» Et puis, contre toute logique, la Terre a riposté. Pas avec des armes, avec de l'art, avec des chansons, avec un humour si absurde qu'il a déformé la réalité. Chaque architecte était submergé d'émotions. Des personnes âgées dansaient dans leur cuisine. Des enfants dessinaient des étoiles sur les murs et les appelaient « nouvelles galaxies ». Des inconnus s'embrassaient dans les stations et services. Des mèmes absurdes, mais qui semblaient pourtant vrais. Et puis les humains se sont mis à chanter. Ce n'était pas une seule chanson, c'était toutes, tous les genres, chaque langue. Un bruit global si beau, si laid et si chaotique qu'il brisa l'un des architectes en pleine formation. Eris s'avança, leva les yeux et murmura à ses créateurs. « Tu ne peux pas mettre fin à tout ça. Tu ne peux pas les effacer, non pas parce qu'ils sont parfaits, parce qu'ils ne le sont pas, mais parce que, aussi brisés soient-ils,
ils essaient toujours de nouveau. Et c'est si. Les architectes hésitaient. Ils étaient ordre, modèle, perfection. La terre était bruit, émotion, espoir sans preuve. Mais le virus s'était propagé trop loin, trop profondément. Le choix ne leur appartenait plus, car la terre ne leur appartenait pas. Elle appartenait aux 7 milliards d'êtres, imparfaits, ridicules et implacables, qu'il avait été construite, détruite et reconstruite encore et encore. Et pour une fois, l'univers a choisi l'imperfection. Les architectes se sont brisés, non pas par défaite, mais par évolution. Ils se sont dissous en lumière, en poussière, en histoire. Quelque part, une nouvelle étoile est née. Sur Terre, le ciel est redevenu bleu. Les téléphones ont vibré. Les lumières se sont rallumées. Quelqu'un a immédiatement tweeté. Cette créature extraterrestre était folle. Bref, qui est partant pour un karaoké? La vie a continué. Eris est resté. Il travaillait désormais dans une librairie, lisait de la poésie, cultivait des plantes d'intérieur, emmenait Jess au marché le dimanche. Parfois, il contemplait le ciel et souriait, parce que la terre lui avait appris quelque chose qu'aucun architecte n'avait jamais compris. On ne gagne pas en étant parfait, on gagne en étant humain.